Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Grand Lac, téléspectateurs, téléspectatrices, nous voici une fois de plus pour le compte de notre numéro Rencontre et Entretien. Rencontre et Entretien aujourd'hui. Nous sommes avec le professeur Bachir Diéjovit, avec qui nous avons eu ce temps. Nous allons essayer de passer en revue la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo depuis l'alternance jusqu'à présent. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Professeur, nous sommes avec vous ici. Nous voulons essayer un peu d'analyser la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture après l'alternance qui s'est passée en RDC? Bon, après l'alternance qui s'est passée en RDC, bon, en tant que libre penseur, en tant que scientifique, je voudrais dire que je déplore la situation telle qu'elle est vécue. Parce que nous avons pensé que l'alternance, par définition qui signifie changement, pourrait vraiment créer des mutations visibles au sein de notre société. Mais curieusement, la situation reste la même, peut-être pire qu'avant, et nous devons nous ressaisir avant qu'il ne soit tard. Oui, professeur, comment analysez-vous la rupture que nous constatons ces derniers temps entre la rupture de la coalition FCC-Cash? Bon, nous disons qu'il y a rupture, mais en réalité, cette rupture ne se fait pas sentir, ne se fait pas voir. Bon, c'est juste, comme on le dirait pour les joueurs, un changement de valeuses, changement peut-être de numéro, changement de place, mais pas de changement d'équipe. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture parce que rien de visible n'est vécu jusque-là. Il n'y a pas de rupture. Et selon vous, comme il n'y a pas de rupture, quelles conséquences pour les jours à venir? Bon, en principe, on devait procéder à une évaluation. On devait faire un bilan du gouvernement passé, du mandat passé, et de ce bilan, on pouvait dire, bon, voilà, démarrons sur de nouvelles bases. Mais comme conséquence de la rupture, je crois qu'il y a moyen de voir les choses autrement. En principe, lorsqu'un nouveau gouvernement prend place, ce gouvernement ne doit pas considérer le mandat précédent comme ayant été un échec et tout est à refaire. Non, le mandat, c'est une continuité. Il y a, bien sûr, un nouveau président de la République, il y aura un nouveau gouvernement et nous pensons qu'à ce titre-là, il devait, comme je le disais, comme je l'ai toujours souligné, y avoir une certaine évaluation du mandat passé. Et à partir de cette évaluation, on voit qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à refaire pour qu'il y ait continuité. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Le peuple lui-même est loin d'établir un bilan. Ce bilan qui peut permettre de mieux sauter et mieux avancer. Alors, ce côté-là, l'espoir, on ne peut pas vraiment pronostiquer les choses en fonction de l'espoir, en fonction du désespoir non plus, mais il faut d'abord que le peuple, comme acteur, il faut que ceux qui sont au pouvoir fassent le bilan, un bilan réel, pas fantaisiste. Que l'on essaie d'auto-évaluer la situation socio-économique et partant des faits relevés, on peut se dire, bon, avançons sur telle ou telle autre base. Nous avons, par exemple, les salaires qui restent mal payés, peut-être impayés. Le problème de mécanisation qui se pose. Il y a la vie chère. Il y a de l'autre côté le taux de ferment
du dollar, tout ça et bien d'autres, les taux élevés de chômage qui laissent à désirer. Mais si on essayait de réfléchir sur tous ces faits-là néfastes et dire, bon voilà, la situation est telle que maintenant la population est en train de souffrir. Si nous disons le peuple d'abord, on devait partir de ces faits négatifs pour voir comment réélever la situation socio-économique et bâtir l'avenir. Mais tant que ce bilan n'est pas fait, ni par le peuple, ni par ceux qui sont au pouvoir, l'espoir n'est pas permis. N'est pas permis. Cela ne relève pas seulement du président de la République, non. Mais cela relève de la population du peuple, il faut bien le dire, et de ceux qui ont le pouvoir. Nous ne demandons pas qu'on organise encore la conférence nationale souveraine, non. Mais déjà à tous les niveaux, les besoins doivent être identifiés, les besoins réels du peuple doivent être identifiés, leurs difficultés inventoriées et envisager alors l'avenir. Oui. Mais ce dernier temps, le commun de Montel parle d'un clivage Est-Ouest. Pensez-vous que le clivage Est-Ouest existe vraiment en République démocratique du Congo? Et si oui, quel est le risque que cela peut causer? Bon, les clivages Est-Ouest en réalité n'existent pas. Mais ce sont des trucs qui sont fomentés par les politiciens lorsqu'ils veulent assouvir leurs intérêts égoïstes. Ils créent le tribalisme, ils créent le clivage Est-Ouest. Le Congo est indivisible. Il n'y a pas d'Est, il n'y a pas d'Ouest. Il n'y a pas de Congolais du Nord, il n'y a pas de Congolais du Sud. Et si ce conflit pourrait exister, moi je me dis que nous allons rouler sur des voies qui sont très négatives et qui risquent de nous conduire en enfer. Ce sera la chute en enfer. Bon, inspirons-nous d'autres pays, tels que le Rwanda, clivage Hutu-Tutsi. Le clivage, le problème d'ivoirité par exemple. Qui est ivoirien, qui ne l'est pas? Ce sont des citoyens qui ont créé des incendies. Et nous, lorsque nous voulons inventer le clivage Est-Ouest, où est-ce que nous allons en arriver? On ne peut pas bâtir le pays sur base d'idées divisionnistes. Je crois, je le soutiens, le Congo est indivisible. Ce clivage-là ne relève que de l'imagination de certains politiciens en manque de positionnement. Ces derniers temps, nous venons d'assister à la nomination d'un informateur en République démocratique du Congo, à la personne de Bahati Lukwebo. Selon vous, serait-il plus visionnaire parmi les politiques de la République démocratique du Congo pour qu'il soit nommé informateur? En principe, après ce qu'il y a eu comme tumulte, avec la création de l'Union sacrée, tout le monde ne peut pas effectuer le travail que Bahati Lukwebo est en train d'effectuer. C'est un travail de titan. Dans toute démocratie, il y a toujours un informateur, puis suivra un formateur. L'informateur est censé ramasser toutes les idées de regroupement, essayer de contacter des personnalités, essayer de contacter les partis politiques pour une idée d'ensemble afin de mettre sur pied un gouvernement bien choisi, un gouvernement responsable. Et nous pensons que sa nomination est bienvenue. Oui, mais pourquoi seulement lui, parmi toute la classe politique, parmi tous les politiciens que nous avons à la République démocratique du Congo? Lui, serait-il l'homme le plus intelligent ou le plus visionnaire? Bon, nous ne voulons pas juger les gens par leur taille, la couleur de leurs yeux, comme les nazis, tout ça. Mais Bahati Lukwebo a le mérite d'avoir le regroupement, je crois, le plus fort
du FCC. Après le PPRD, c'est l'AFDC. Et maintenant, avec ce qu'il y a eu, lui-même a été en conflit avec le FCC, lui-même, le FCC qui ne voulait pas le sentir. Étant donné qu'il y a eu changement au niveau de la présidence, et l'on voudrait avoir des changements au niveau des institutions, je pense que lui, elle est mieux indiquée de par son poids parlementaire. Par son poids parlementaire. Il n'y a seulement que ça, ce n'est pas une affaire de régionalisme, ce n'est pas une affaire de tribalisme, une affaire, disons, vraiment politicienne, mais c'est son poids parlementaire qui lui donne ce privilège. Et je pense jusque-là, il le mérite. Merci, prof. Nous continuons toujours à parler de la situation socio-politique de la République démocratique du Congo. Nous allons faire un break un peu pour parler de Vital Kamerhe. Depuis l'incarcération de Vital Kamerhe, qui est un fils de l'Est du Congo, avec l'évolution de la politique dans le pays, ne pensez-vous pas que une grâce présidentielle serait envisageable pour sortir du chaos? Bon, Vital Kamerhe, c'est notre frère, et peut-être notre ami aussi. Mais son arrestation, c'est l'un des aspects qui remettent en cause la justice même de notre pays. Bon, on l'a condamné, oui. Mais a-t-il agi seul? Quand il y a détournement, il y a vol, c'est toute une chaîne. Donc après son incarcération, c'est comme si c'est lui qui était l'homme le plus recherché. C'est l'homme qui était recherché. Peut-être parce qu'on pressent qu'il serait candidat en 2023, qu'il aurait de l'influence sur la gouvernance actuelle, ainsi de suite. Mais comme tout citoyen, lorsque les criminels ont été amnistiés, lorsque d'autres détourneurs ont été amnistiés, les détourneurs reconnus officiellement, on n'a pas peur de les désigner, le DG de l'OVD plutôt, le DG du SOCOC, le DG, c'est pas de... Bon, lorsque toute la suite là, des DG qui ont détourné, et ça a été prouvé, il y a eu des procès, OVD, SOCOC, je ne sais pas, Foner, et bien d'autres. Pourquoi ne pas libérer Vital Kamerhe? Pourquoi les autres accusés des crimes même physiques, les autres accusés d'avoir tué, les assassins ont été libérés, mais pourquoi ne pas l'amnistier? Pourquoi ne pas l'amnistier? Oui, parce que lorsqu'on arrête quelqu'un, le plus souvent, avant le procès ou au cours du procès, on dit que sa fuite est à craindre. Vital Kamerhe n'est pas de cela qui puisse fuir la justice. Oui? C'est quelqu'un qui peut se présenter lorsqu'il est invité, n'importe quand. Alors, qu'on les libère, comme bien d'autres. Mais est-ce que sa libération ne peut pas encore compliquer les calculs politiques et politiciens comme ce que nous vivons déjà en République démocratique du Congo? Sa libération va compliquer comment? D'ailleurs, c'est parce que nous n'avons pas l'essence de l'honneur, c'est un déshonneur. Dans quel pays avons-nous appris par la radio qu'on a arrêté un Dilkar, qu'il est en prison? Pas même en résidence surveillée, mais en prison. Il n'y a que dans notre pays où cela se passe. Il n'y a que chez nous. Et nous disons, bon, au Congo, tout peut être possible. Et la fiction peut devenir une réalité, les films peuvent être vécus en réalité. Parce que arrêter un Dilkar, arrêter un gouverneur, et ne parler que de ça à la radio tous les jours, c'est aussi un déshonneur pour notre pays. Vous allez le dire ailleurs, on va dire, mais le Congo, c'est un pays, on ne va pas dire un pays démocratique, mais on va dire un pays
où tous les scandales peuvent être un pays extraordinaire. extraordinaires. Oui, maintenant, comme nous sommes en train de parler des arrestations et des libérations, nous venons d'assister à la libération du colonel Edi Kapend. Edi Kapend qui est aujourd'hui libre, et les gens pensent qu'il serait mieux qu'on reprenne le procès de Mzee Laurent Désiré Kabila. Selon vous, pourquoi ne pas commencer le procès de Patrice Emery Lumumba, mais on pense revenir sur le procès de Mzee Laurent Désiré Kabila? N'est-il pas un moyen, n'est-ce pas là un moyen de provoquer la famille Kabila? Bon, moi je pense que la libération d'Edi Kapend, c'est une bonne chose. Nous avons suivi les soi-disant procès qu'il a amené lui et les autres à Makala. Mais c'était un procès cousu de toutes pièces, un procès qui n'a pas respecté les normes. D'ailleurs, le procès lui-même n'a pas été conclu. On les a arrêtés, on s'est tués. Bon, nous avons des documents qui circulent, que nous lisons très bien. Dans un document, Yerodia Dombas, qui était ami à Kabila, a dit que les vrais criminels sont libres. Ils sont au pouvoir, ils sont dans la rue, ils n'ont jamais été jugés. Bon, et nous pensons que la libération d'Edi Kapend doit en principe déclencher le vrai procès sur la mort de Laurent Désiré Kabila. Et surtout que c'est l'un des témoins directs. Et peut-être nous espérons que lui et toute la suite, notre frère, le préfet Marégan et les autres, pourraient en toute liberté, pas en tant que prisonnier, en citoyen libre, qu'ils pourraient donner de la lumière là-dessus. Nous avons besoin de savoir comment vous êtes mort. Mais s'il est encore incriminé, pourra-t-il rentrer en prison ou comment? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce ne sera que justice. S'il est encore incriminé, et si on a eu un procès au moins équitable, on se dira, bon, que le gouvernement ou le Congo aura vraiment joué son vrai rôle. Mais pas du théâtre, mon cher journaliste. Pas du théâtre. Oui? Où les gens comparaissent 2-3 fois et puis on les remet en prison et on condamne parfois même les innocents. Nous avons été à Kinshasa. Les enfants du Sud Kivu qu'on n'a jamais réclamés, nos enfants qui sont allés comme Kadogo, on en a tué à milliers à Kinshasa. Ce sont des hommes. Oui? Ça s'appelle aussi génocide. Je vous informe qu'il y a plus de 200 Kadogo qui ont été tués à Kinshasa. Nos petits frères, nos cousins, et que nous ne les verrons plus jamais à l'Est ici, parce que la libération est venue de l'Est. Alors ce procès-là aura peut-être des petites ramifications qui vont aussi nous permettre de savoir comment nos enfants ont disparu. Nous avons des cousins qui ont disparu. Nous avons des neveux qui ont disparu, mais qui ont servi ce pays. Et sous prétexte qu'ils ont été dans les complots ayant visé la mort de Kabila. Alors que nous avions ressenti que Kabila devait mourir. Devait mourir. Lorsque ceux-là qui ont été avec lui dans l'AFDL l'ont qualifié de traître, il y a même certains qui ont dit qui ont souhaité sa mort. Nous avons des documents, nous avons des CD qui montrent même les images. Lorsque Bill Clinton déclare qu'avant son départ, avant la fin de son mandat, Kabila ne serait plus. Nous allons chercher les criminels à Bukavu. Nous allons chercher un Edi Kapend. Et si Edi Kapend a réagi, c'est peut-être parce qu'on s'est servi de lui. Si tel ou tel se sont impliqués dedans, ça a été organisé. Kabila a tué les 16, les 17 Bill Clinton. Bill Clinton disait au revoir à ce moment-là. Et les criminels, on va le chercher. Donc, ces faits relèvent même de la politique internationale. De la politique internationale. Et maintenant, nous allons nous entretuer pour rien, pour rien. Nous avons connu d'autres assassinats. C'est un Kadhafi qui meurt. Et Saddam Hussein, quand on les capture, on les livre à leur population. Pour lui, c'est la population qui les a tirés. Oh, ça a été fomenté de quelque part. Oui, ça c'est du
théâtre. Mais alors, pourquoi revenir sur le procès des assassinats, par exemple, tel que l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, et laisser l'opportunité ou la possibilité de trouver la solution sur la mort de Lumumba, par exemple? Bon, moi, je pense que le procès sur l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila va déclencher aussi le procès sur l'assassinat de Lumumba. Vous vous rappelez que Kabila lui-même c'était un lumumbiste. Et lui-même d'ailleurs avait pensé relancer le procès de la mort de Lumumba à ce moment-là. Et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'un Belge déclarait qu'il possédait une dent ou deux dents de Lumumba. Nous pensons que nos deux héros nationaux méritent quand même certains honneurs. Et si aujourd'hui on est en train de penser à construire même un monument, pas un monument mais une tombe pour Lumumba, c'est parce que la conscience nationale, la conscience de nos héros est en train de renaître. Certainement que ce procès-là va déclencher l'autre procès. Nous n'avons que les deux héros nationaux, bien qu'il y a d'autres qu'on nomme par-ci par-là, mais les deux reconnus, c'est Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. Mais est-ce que la relance de ce procès de M. Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas se faire en commun accord avec disons, la famille de Kabila? Bon, vous voyez, quand on est héros national, Lumumba héros national, Kabila héros national, je crois les deux n'appartiennent plus à leur famille. Ils deviennent des patrimoines nationaux. Et on n'a pas à aller demander à la famille Kabila, est-ce que vous voulez ceci? On ne peut pas aller demander à la famille de Lumumba, est-ce que vous voulez la vérité sur la mort de votre père? Non. Ce sont des patrimoines nationaux et nous avons besoin de connaître notre histoire pour bâtir la nation, pour bâtir la politique nationale. Comme le disait d'ailleurs Kadhafi, si nous voulons émerger, nous devons réécrire notre propre histoire. Pas celle que l'on nous dit à gauche et à droite, et Mobutu, c'est pas qui implique. C'est un sérieux à un certain moment. Il est devenu ce qu'il est devenu, mais à un certain moment, il a été sérieux. J'ai suivi l'évaluation de votre gouvernement, de l'économie nationale, où on parlait de la croissance macroéconomique dans les pays où les salaires ne sont pas payés, dans les pays où on a faim, dans les pays où les paniers de la ménagère laissent à désirer, la croissance macroéconomique. Je ne sais pas si nous avons déjà eu vraiment un ministre de l'économie technocrate. Je crois qu'on n'en a jamais eu. Certains parlent de bâti pour que vous comme ça. Non, nous n'avons jamais eu de ministres vraiment, des ministres non, ceux-là qui peuvent défendre l'économie du pays sur l'échiquier international. On n'en a jamais eu. Aujourd'hui, messieurs les joueurs, nous sommes quatrième producteur du cuivre, quatrième producteur de l'or, quatrième producteur du cobalt, quatrième producteur du manioc, du riz, du soja, du sorgho, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas seulement que les minerais. Sur l'échiquier international, la géographie économique qu'on est en train d'enseigner à nos enfants, c'est une géoéconomique qui date du temps de Mobutu. Ou peut-être il y avait encore un peu de sérieux, parce que nous reconnaissons quand même à Mobutu, c'est un sérieux à un certain moment. Il est devenu ce qu'il est devenu, mais à un certain moment, il a été sérieux. L'élevage tel que l'hydrocarbure, ainsi tel que la pêche, ainsi de suite. On n'en parle même pas. Et même lorsqu'on parle des minéraux, on en parle avec fantaisie. Avec fantaisie.